Allen rentre enfin chez lui après 4 longues années d'absence. Pour sa famille, ces retrouvailles semblent presque irréelles. Son petit frère et sa petite sœur ont grandi, sa mère peine à cacher son émotion, et son père essaie de rester solide, même si on comprend très vite à quel point ce moment le touche. Mais Allen n'est plus le petit garçon qui avait quitté le village. En 4 ans, il a complètement changé. Il s'est entraîné, il a survécu, il a affronté des monstres, et il a appris à quel point ce monde pouvait être brutal. Pourtant, malgré tout ce qu'il a traversé, Allen n'a jamais oublié sa famille. Chaque mois, il leur envoyait des lettres et de l'argent pour les aider à vivre un peu mieux. Mais maintenant, il leur explique que les choses vont changer. Il a été accepté comme invité de la famille Granvelle, et en avril, il partira pour intégrer l'académie de la cité scolaire. À cause de cela, il ne pourra plus leur envoyer de l'argent régulièrement. Alors, pour compenser, il leur laisse 100 pièces d'argent. Ses parents refusent immédiatement. Pour eux, cette somme est beaucoup trop importante, et Allen devrait la garder pour sa nouvelle vie. Après tout, il va entrer dans une grande ville, dans une académie remplie de nobles, d'élèves puissants et de dangers inconnus. Mais Allen reste calme. Il leur explique qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour lui, car il lui reste encore beaucoup d'argent après avoir vendu une armure. Et quand sa famille entend ça, elle comprend une chose importante. Allen n'a pas simplement travaillé tranquillement quelque part pendant 4 ans. Il a vécu dans un monde de monstres, de combats et de dangers. Le garçon qu'il connaissait autrefois est devenu assez fort pour survivre à des choses qu'ils peuvent à peine imaginer. Malgré tout, les adieux restent tendres. Son petit frère lui dit qu'il veut lui aussi rejoindre l'académie quand il aura 12 ans. Allen lui promet qu'il l'attendra. Sa petite sœur, qui le connaissait surtout à travers ses lettres, découvre enfin ce grand frère dont elle avait tant entendu parler. Puis Allen repart. Mais cette fois, il ne quitte pas seulement sa maison pour aller travailler. Il entre dans un monde beaucoup plus vaste. De retour au manoir des Granvelle, Allen continue d'aider dans la propriété, même s'il n'est plus officiellement domestique. Cécile, la jeune noble qu'il a servi pendant des années, trouve cela étrange. Elle ne comprend pas pourquoi il continue d'agir comme un serviteur alors que sa position a changé. Mais c'est exactement ce qui définit Allen. Il ne fonctionne pas avec l'orgueil ou le statut social. Il fonctionne avec des objectifs. Et son objectif est clair, accompagner Cécile à l'académie, devenir plus fort, et se préparer à ce qui les attend. Très vite, 2 autres compagnons importants arrivent, Courena et Dogora. Allen les présente à Cécile, et le groupe qui va marquer sa vie à l'académie commence à se former. Chacun d'eux a un rêve différent. Courena est excité à l'idée de combattre des monstres. Dogora pense déjà à son rêve de devenir chevalier après la fin de ses études. Cécile, elle, comprend mieux la réalité politique. L'académie n'est pas seulement une école. C'est aussi un lieu de préparation. Un endroit où les jeunes talents sont formés pour quelque chose de bien plus sérieux. La guerre, Allen le sait aussi. Mais il décide de ne pas tout révéler immédiatement. Il y aura un moment pour dire la vérité à ses amis, mais pour l'instant, il pense encore aux examens, aux donjons et à l'aventure. Le groupe quitte finalement le domaine des Granvelle et part pour la cité scolaire. Quand ils arrivent, ils sont impressionnés par la taille immense de la ville. Elle est remplie d'étudiants venus de tout le royaume, de trains avancés construits par les nains, et surtout, de donjons répartis dans toute la région. Pour la plupart des élèves, cet endroit est une académie. Pour Allen, c'est beaucoup mieux que ça. C'est un gigantesque terrain d'entraînement. Un lieu rempli de monstres, d'objets rares, de pierres magiques, et d'opportunités infinies pour devenir plus fort. Mais avant de devenir officiellement étudiants, ils doivent passer le processus d'entrée. La première étape est la cérémonie d'évaluation, qui mesure leurs talents et leurs capacités. Dogora passe en premier, et ses résultats sont solides. Cécile passe ensuite, et sans surprise, elle montre un excellent talent magique, notamment avec une intelligence classée S. Puis vient le tour de Courena. Et là, les examinateurs sont immédiatement impressionnés. Son talent d'épéiste est exceptionnel, ce qui prouve qu'elle n'est pas une élève ordinaire. Elle fait partie de ces rares personnes qui peuvent vraiment devenir importantes pour le royaume. Mais quand vient le tour d'Allen, tout s'effondre. L'évaluation affiche que toutes ses capacités sont classées E. Pour les examinateurs, le résultat est évident. Allen est recalé. Cécile et Courena sont sous le choc. Elles savent qu'Allen est puissant. Elles ont vu ce qu'il est capable de faire. Elles savent qu'il peut vaincre des monstres qu'un garçon ordinaire ne devrait même pas pouvoir approcher. Mais l'évaluation ne montre rien de tout cela. Elle ne voit que des chiffres faibles. Allen, lui, comprend ce qui se passe. Son vrai talent est enfin identifié. Il est invocateur. Mais à cause de son mode en fer, sa croissance reste anormale. Il progresse 100 fois plus lentement que les autres. Dans un monde où le talent et la croissance déterminent l'avenir d'une personne, cela devrait être une catastrophe. Mais Allen ne voit pas les choses ainsi. Pour lui, ce n'est qu'un défi supplémentaire. C'est alors qu'un personnage mystérieux intervient. Il s'agit d'Helmios, le héros considéré comme l'espoir de l'humanité.
Il s'intéresse à Allen et utilise une capacité d'analyse pour observer son véritable statut. Il comprend vite qu'Allen est étrange. Ces chiffres ne correspondent pas à ce qu'on attendrait d'un élève normal. Il y a quelque chose d'anormal chez lui. Helmios demande alors à Allen de montrer son pouvoir d'invocation. Mais Allen refuse. Il ne lui fait pas confiance. Il ne le connaît pas. Et même si cet homme est un héros légendaire, Allen n'a aucune raison de dévoiler ses cartes gratuitement. Alors Allen propose un échange. Si Helmios veut voir ses capacités, alors Allen veut aussi analyser celles d'Helmios. Helmios accepte. Et quand Allen regarde le statut du héros, il comprend immédiatement pourquoi cet homme est appelé l'espoir de l'humanité. Ses statistiques sont incroyables, presque toutes classées A ou S. C'est exactement le genre de personne que ce monde reconnaît immédiatement comme un élu. Allen accepte alors de montrer une toute petite partie de son pouvoir. Il invoque une petite créature inoffensive, presque ridicule. Pas un dragon. Pas un démon. Pas une bête légendaire. Juste assez pour prouver qu'il est bien un invocateur. Et cela montre parfaitement la vraie personnalité d'Allen. Il n'est pas imprudent. Il n'est pas du genre à tout révéler simplement parce qu'on le lui demande. Il donne seulement le minimum nécessaire pour avancer. Grâce à cette démonstration, Allen est finalement autorisé à passer l'examen d'entrée. L'épreuve écrite commence ensuite. Elle porte sur les mathématiques, la langue, l'histoire du royaume, la connaissance des monstres et la capacité de jugement. Et malgré son étrange résultat d'évaluation, Allen réussit. Au final, tout le groupe est accepté. Kurena passe de justesse, Dogora obtient un bon résultat, Cécile réussit comme prévu, et Allen prouve encore une fois que les chiffres seuls ne suffisent pas à définir quelqu'un. Après cela, ils se rendent à la guilde des aventuriers pour préparer leur vie à l'académie. Là-bas, ils apprennent que les donjons reliés à la cité scolaire sont divisés en plusieurs niveaux. Rang C, rang B et rang A. Chaque donjon possède des étages, des monstres, des boss, et parfois des coffres contenant des objets rares. Et cela attire immédiatement l'attention d'Allen. Parce qu'il cherche déjà un objet bien précis, un anneau de récupération magique. Pour quelqu'un comme lui, cet objet pourrait être extrêmement précieux. Comme sa croissance est très lente, il a besoin d'une quantité énorme de pierres magiques et de mana pour se renforcer, lui et ses invocations. Alors, sans hésiter, il demande à la guilde de rassembler 10 000 pierres magiques de rang D. Le nombre est absurde. Mais pour Allen, ce n'est que le début. Dans sa tête, il calcule déjà ce qu'il pourra récolter pendant les 3 prochaines années. Il ne pense pas comme un élève ordinaire. Il pense comme un joueur acharné qui cherche la stratégie de farming la plus efficace possible. Le groupe s'enregistre aussi officiellement comme équipe d'aventuriers. Quand on leur demande le nom de leur groupe, Allen choisit iGamer. Ses amis ne comprennent pas vraiment le sens de ce nom. Mais pour Allen, il est personnel. Dans sa vie précédente, il était un joueur passionné. Mais comme il travaillait en entreprise, il n'avait jamais pu se consacrer entièrement à devenir le meilleur. Dans ce nouveau monde, il a enfin cette chance. Ici, il peut devenir un vrai high gamer. Après l'enregistrement, le groupe loue une grande maison dans la ville. Elle devient leur base, leur foyer, et l'endroit où Allen décide enfin de leur révéler la vérité. Il leur explique qu'après l'obtention de leur diplôme, Cécile et lui devront probablement participer à la guerre contre le roi démon. Ce n'est pas une simple rumeur lointaine, c'est leur futur. Cécile, en tant que noble, risque d'être envoyée sur le champ de bataille, et Allen a déjà décidé qu'il combattrait à ses côtés. Kurena réagit immédiatement. Elle veut les accompagner. Pour elle, il est hors de question de laisser Allen et Cécile affronter un tel danger seul. Dogora, lui, hésite un instant. Allen lui dit qu'il n'a pas besoin de répondre tout de suite. Après tout, le champ de bataille n'est pas un jeu. On dit que la moitié des gens qui partent à la guerre peuvent mourir. Mais Dogora pense aussi à son rêve. S'il survit à une guerre contre le roi démon, il ne deviendra pas seulement chevalier. Il pourrait devenir un héros. Alors lui aussi accepte. À partir de ce moment, le groupe n'est plus seulement une bande d'étudiants. C'est une équipe avec un objectif commun, devenir assez forte pour affronter le roi démon. Allen leur explique ensuite son plan. Ils devront explorer les donjons, rassembler de l'équipement, collecter des pierres magiques, améliorer leurs capacités, et si possible trouver un allié capable de soigner. Puis il révèle sa plus grande faiblesse. Sa croissance est 100 fois plus lente que celle des autres. Ses amis sont choqués. Mais Allen ne dit pas ça pour se plaindre. Il le dit pour expliquer pourquoi il doit fonctionner différemment. S'il progresse 100 fois plus lentement, alors il doit être 100 fois plus efficace. Il ne peut pas s'entraîner normalement. Il doit tout optimiser. La vie à l'académie commence ensuite. Leur professeur leur explique les règles. Il y aura des examens, et les élèves qui auront de trop mauvaises notes auront de sérieux problèmes. Mais surtout, dans cette académie, le statut social est censé avoir moins d'importance que le talent. Noble, roturier, enfant de famille puissante ou jeune venu de village, ici, ce sont les capacités qui comptent. Cela permet au groupe d'agir plus naturellement.
Allen peut parler plus librement avec Cécile. Kurena et Dogora peuvent interagir avec elle sans être écrasés par l'étiquette noble. Mais pour Allen, les cours ne sont qu'une partie de son programme. Comme il n'existe pas vraiment de cours adaptés aux invocateurs, il obtient une certaine liberté. Et dès leur premier jour de repos, il emmène le groupe directement vers un donjon de Rancé. L'entrée surprend tout le monde. Au lieu d'une grotte sombre ou d'une ruine ancienne, le donjon se trouve dans un bâtiment ordinaire, en pleine ville. À l'intérieur, un système automatique les accueille et leur explique qu'ils seront transportés dans une dimension séparée. Chaque équipe explore son propre espace, ce qui signifie qu'aucun autre aventurier ne peut intervenir ou les observer. Pour Allen, c'est parfait. C'est littéralement un donjon instancié. Personne ne pourra le regarder. Personne ne pourra espionner ses invocations. Il va enfin pouvoir combattre librement. À l'intérieur du donjon, il découvre un labyrinthe rempli de monstres faibles. Allen utilise immédiatement ses invocations pour explorer les environs. Il ignore tout ce qui ressemble à une perte de temps et se concentre sur l'objectif: terminer le donjon le plus efficacement possible. Pendant leur premier combat, Cécile bat un slime avec une boule de feu, tandis que Kurena et Dogora commencent à découvrir leurs propres compétences de combat. Allen observe attentivement. Il analyse leurs capacités, leurs mouvements et leur potentiel. Pour les autres, c'est une aventure. Pour Allen, ce sont des données. Après 10 heures de combat, ils terminent le premier étage et apprennent que le donjon enregistre leur progression. Ils peuvent sortir, puis revenir plus tard au même endroit. Allen comprend immédiatement à quel point cette mécanique est utile. Si le donjon fonctionne de manière prévisible, il peut envoyer ses invocations chasser des monstres pendant que lui assiste au cours. Cela signifie qu'il peut récolter des pierres magiques tous les jours sans perdre de temps. C'est la stratégie parfaite pour quelqu'un comme lui. Après plusieurs explorations, le groupe atteint finalement l'étage du boss. Un monstre puissant les attend, endormi. Avant le combat, Cécile demande à Allen de se battre sérieusement avec ses invocations. Elle veut que le groupe comprenne enfin à quel point il est fort. Allen accepte. Il révèle alors qu'il a déjà utilisé 35 000 pierres magiques de Randé pour renforcer ses capacités. Son niveau d'amélioration est monté au niveau 6, ce qui permet à ses invocations de recevoir d'énormes bonus de statistiques. Le combat commence. Allen invoque ses créatures, donne ses ordres, organise la défense et écrase complètement le boss. Ses amis restent stupéfaits. Ils savaient qu'Allen était fort, mais ils comprennent enfin à quel point son pouvoir peut devenir terrifiant lorsqu'il l'utilise correctement. Après la victoire, ils ouvrent le coffre au trésor et trouvent une épée d'acier. Ce n'est peut-être pas un objet légendaire, mais pour leur premier donjon terminé, c'est une grande réussite. Quand ils reviennent, le groupe est promu aventurier de Randé, et l'épée est vendue pour 2 pièces d'or. Leur premier vrai défi est terminé. Mais pour Allen, ce n'est que le début. À l'Académie Ratache, la journée commence par l'annonce que le Saint de l'épée de Vergue donnera un cours spécial le mois suivant, accompagné du héros Helmios. Allen n'est pas particulièrement enthousiaste, car il se souvient encore de la manière dont Helmios avait examiné tout son écran de statistiques sans lui demander la permission. Karlova passe rapidement à une annonce plus urgente. Les vacances d'été ne sont plus qu'à 3 mois, et, avant cette date, chaque groupe devra conquérir un donjon en comptant uniquement sur ses propres membres. Chaque équipe pourra réunir au maximum 8 élèves, et toute aide provenant d'étudiants plus âgés ou de personnes extérieures sera strictement interdite. Un échec entraînera une expulsion immédiate. Plus grave encore, des élèves meurent au cours de cet examen presque chaque année. La salle de classe se transforme aussitôt en marché du recrutement. Grâce à son talent de sainte de l'épée, Kurena devient la candidate la plus convoitée de la pièce, et les groupes l'entourent comme des abeilles autour d'un pot de miel. Elle refuse toutes les propositions, et indique clairement qu'elle ne rejoindra que le groupe d'Allen. En examinant leur formation actuelle, Allen constate qu'il possède déjà une épéiste, un combattant à la hache, une magicienne et une armée de créatures invoquées. Le seul rôle qui leur manque encore est celui d'un prêtre capable de soigner. Il rédige immédiatement une annonce de recrutement vantant d'excellentes conditions. Le groupe compte actuellement 4 membres, tous aventuriers de Randé. 2 d'entre eux ont déjà terminé avec succès des donjons de Rancé. Ils effectuent 2 expéditions par semaine, et chaque butin est partagé équitablement, jusqu'à la dernière pièce. La personne qui répond à l'annonce est l'élève blond qui avait déjà observé le groupe d'Allen pendant l'une de ses explorations de donjons. Il se présente sous le nom de Kill. C'est un élève possédant le talent de prêtre et il souhaite en apprendre davantage sur les conditions de travail. Dans la cafétéria de l'académie, Kill prétend maladroitement qu'il jeûne depuis peu afin de purifier son corps. Son estomac grogne aussitôt assez fort pour trahir toute son histoire. Il suffit d'un regard à Allen pour comprendre que le garçon est simplement sans le sou. Sans perdre de temps, il installe la recrue potentielle devant une table couverte de viande et de pain. L'hospitalité d'Allen est si enthousiaste que Dogora ne sait pas s'il reçoit un invité ou s'il vient de découvrir le trésor le plus rare d'un donjon. Kiel s'intéresse surtout aux revenus. Allen lui explique que chaque membre gagne actuellement entre 20 et 40 pièces d'argent par expédition. Les yeux de Kiel s'illuminent immédiatement,
et il accepte de les rejoindre à l'essai. Au cours de sa première exploration, il ne participe pas directement au combat. Pourtant, il sent tout de même son corps devenir plus puissant après que Kurena a vaincu un monstre. Allen lui explique que l'expérience est partagée entre les membres du groupe. Grâce à ce système, un guérisseur peut rester en sécurité derrière la ligne de front et continuer à progresser sans être obligé d'attaquer personnellement les ennemis. Lors de leur troisième expédition commune, le groupe atteint le dernier étage. Allen laisse l'essentiel des combats à Kurena, Cecil et Dogora, tandis qu'il reste à l'arrière pour observer Kiel. Cecil ouvre les hostilités avec une tempête de feu, et Kurena traverse les rangs des monstres comme un éclair. Tout se déroule correctement jusqu'à ce que Dogora se laisse trop absorber par l'essai d'une nouvelle technique et expose son flanc. Une autre attaque se dirige soudain vers Kiel. Allen invoque immédiatement une créature munie d'un bouclier pour bloquer le coup. C'est la première fois que Kiel voit la preuve qu'un invocateur peut faire bien plus que submerger ses ennemis. Les créatures d'Allen peuvent également apparaître au moment précis où un allié doit être protégé. Kurena vainc le boss, mais Dogora est blessée au bras. Kiel lance immédiatement un sort de soin. Une lumière enveloppe la plaie jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Sa performance confirme qu'il constitue la dernière pièce manquante de la formation. Allen souhaite examiner ses statistiques, mais le grimoire refuse de les afficher parce que Kiel n'est encore enregistré que comme invité temporaire. Lorsqu'on lui demande comment il a appris à soigner aussi efficacement, Kiel reconnaît qu'il avait désespérément besoin d'argent. Il a donc passé 2 mois entiers à lancer sans cesse des sorts de guérison, jusqu'à ce que le processus devienne une seconde nature. Kurena est à la fois impressionnée et légèrement jalouse. Elle s'entraîne depuis des années, mais n'arrive toujours pas à activer la compétence spéciale associée au talent de sein de l'épée. Dogora déclare lui aussi qu'il maîtrisera ses propres capacités au plus vite. Cette expédition d'essai ne sert pas uniquement à évaluer l'utilité de Kiel. Elle oblige chacun à reconnaître la distance séparant leur puissance actuelle de celle qu'ils devront atteindre avant d'être envoyés sur le front. Après la bataille, un coffre au trésor en argent apparaît. Il contient un petit bouclier de mithril. L'objet se vend pour 15 pièces d'or, ce qui permet à Kiel de recevoir 3 pièces d'or, ainsi qu'un 5e des pierres magiques collectées. Dès qu'il apprend que les pierres magiques peuvent également être échangées contre de l'argent, un large sourire se dessine sur son visage. Allen l'invite immédiatement à devenir un membre permanent des No Life Gamers. Kiel refuse sans hésiter. Son projet actuel consiste à travailler comme prêtre indépendant, à accepter des contrats temporaires, et à donner la priorité au groupe qui lui offrira la meilleure rémunération. Il doit gagner autant d'argent que possible pour faire face à une responsabilité qu'il n'est pas encore prêt à expliquer. Un mois plus tard, le grimoire d'Allen annonce que les progrès qu'il a accumulés viennent enfin de franchir une nouvelle étape. Fusion et invocation atteignent toutes deux le niveau 6, son espace de stockage passe à 60 emplacements, les invocations de Rancé deviennent accessibles, et la compétence éveil est débloquée. Allen est si enthousiaste qu'il manque de réveiller toute la maison. Plutôt que d'attendre le matin, il se rend immédiatement dans un donjon pour commencer ses expériences. Allen fusionne un oiseau de Rancé avec un poisson de Rancé, créant un esprit qui prend la forme d'une petite fille blonde capable de parler. Il la baptise Maria. Elle peut traverser les murs solides, se transformer en minuscule cristal, et pénétrer dans des endroits inaccessibles aux humains ordinaires. Maria explique également avec fierté qu'elle peut s'infiltrer dans les rêves d'une personne et créer des cauchemars conformes aux instructions d'Allen. Celui-ci comprend immédiatement sa valeur en tant qu'unité de reconnaissance. La capacité de gâcher le sommeil de quelqu'un est soigneusement consignée et mise en réserve pour de futures situations d'urgence. Allen utilise ensuite éveil sur une invocation de type insecte de Rancé. Une seule créature produit aussitôt un immense essaim de sauterelles qui remplit toute la pièce, manquant d'ensevelir son propre maître sous une armée d'ailes et de pattes. La présentation est légèrement plus encombrée que prévu, mais le potentiel de cette capacité pour les attaques de zone est incontestable. Le lendemain matin, les élèves se rassemblent dans la cour de l'école afin d'accueillir les célèbres invités annoncés précédemment. Ils découvrent le sein de l'épée borgne de Vergue, dont l'apparence balafrée témoigne d'une immense expérience, Dame Sylvia et ses longs cheveux violets, ainsi que le séduisant héros Elmios, qu'Allen considère en privé comme une célébrité extrêmement puissante, mais quelque peu inconsciente de ce qui l'entoure. Lorsque Dverg demande si quelqu'un a une question, Kurena lève immédiatement la main. Elle explique qu'elle n'arrive toujours pas à activer la compétence spéciale du sein de l'épée, et qu'elle veut devenir assez forte pour se tenir aux côtés d'Allen. Dverg l'emmène au centre du terrain d'entraînement, et lui ordonne de se concentrer sur sa compétence avant de l'attaquer avec tout ce qu'elle possède. Dès que Kurena charge, Dverg la bat avec son énorme épée. Elle se relève et attaque de nouveau, seulement pour être projetée une deuxième fois. De simples coups d'épée ne peuvent pas atteindre un guerrier endurci par des années de combat sur le front. Kurena poursuit ses attaques jusqu'à ce qu'elle soit à peine capable de tenir debout. Dverg lui demande si elle compte abandonner et retourner étudier la théorie pendant une année supplémentaire. Elle refuse immédiatement. Kurena se souvient que le mode enfer d'Allen ralentit sa progression à 1/100 de la vitesse normale. Malgré cela, il n'a jamais cessé de se lancer des défis. Chaque fois qu'il atteint une limite, il cherche une autre méthode pour avancer. Elle refuse de rester éternellement en arrière,
à regarder Allen et Cécile utiliser de puissantes capacités tandis qu'elle dépend uniquement de la force brute de son épée. Dverg ordonne à Kurena de chasser toutes les pensées inutiles de son esprit, de se concentrer entièrement sur sa compétence et de placer tout ce qu'elle possède dans un seul coup. Elle traîne son corps épuisé vers l'avant, un pas après l'autre. Une lumière se rassemble soudain autour de sa lame avant de fuser dans les airs. Dverg bloque l'attaque, mais une fissure apparaît sur son épée d'entraînement. Kurena vient enfin d'activer l'entaille de l'épée du néant. Dverg confirme qu'elle apprend beaucoup plus efficacement au cours d'un véritable combat que par l'observation et la théorie écrite. La technique consomme le reste de son mana, ce qui la fait s'effondrer immédiatement. Cependant, dès que ses amis ont restauré son énergie, elle se relève en souriant, comme si être projetée à plusieurs reprises à travers le terrain d'entraînement avait constitué la meilleure leçon de toute sa vie. Après cet entraînement spécial, Allen ramène le groupe dans un donjon et lui présente Maria. Ses invocations francs transportent rapidement tout le monde à travers les couloirs. Kurena utilise l'entaille de l'épée du néant pour éliminer des cibles à distance, prouvant que la technique n'était pas un miracle ponctuel provoqué par la pression de Dverg. Dogora fait remarquer qu'elle est devenue terriblement enthousiaste à l'idée de se battre. Après plusieurs expéditions supplémentaires, tous les membres actifs du groupe atteignent officiellement le rang C en tant qu'aventuriers. Le groupe veut organiser une fête et en profiter pour accueillir officiellement Kill, mais celui-ci refuse. Sa famille s'est récemment installée dans la cité académique, et il ne peut pas s'amuser alors que ses proches continuent de vivre dans la pauvreté. Le groupe d'Allen lui propose immédiatement un nouvel arrangement. Leur grande maison commune possède encore plusieurs chambres vides, et ils ont besoin de personnes capables de les aider à cuisiner, à nettoyer et à entretenir les lieux. La famille de Kill pourra venir y vivre, et recevra un salaire régulier en échange de son travail. L'ensemble du butin obtenu dans les donjons sera divisé en 6 parts, dont une servira à payer leur salaire. En échange, Allen achètera toutes les pierres magiques comprises dans la part de Kill. Le pouvoir de l'amitié semble avoir créé son propre service financier. Cet accord garantit des revenus stables à la famille de Kill, tout en fournissant à Allen une réserve supplémentaire de pierres magiques. Le soir même, le groupe se rend à l'endroit où Kill vit actuellement. Dès que la porte s'ouvre, il découvre une longue file de jeunes enfants et d'anciens domestiques. Une jeune fille blonde se tenant devant eux se présente comme Nina, la petite sœur de Kill. Allen regarde autour de lui, mais ne trouve ni parents ni adultes responsables capables de partager le fardeau que Kill porte pour toutes les personnes de cette maison. Le dîner commence dans une ambiance chaleureuse. Kill dit à Allen qu'il n'a pas besoin de s'adresser à lui de manière aussi formelle, puisqu'ils sont déjà amis. Pourtant, son nom n'apparaît toujours pas dans le grimoire, ce qui prouve que l'amitié seule ne suffit pas pour que le système reconnaisse quelqu'un comme un véritable compagnon. Au cours de la conversation, le groupe apprend que Kiel est le fils d'une famille noble déchue. Il vit désormais avec Nina et les anciens serviteurs qui n'avaient nulle part où aller. Bien qu'elle ait autrefois été élevée comme une jeune noble, Nina affirme fermement qu'elle travaillera plutôt que de devenir un fardeau supplémentaire pour son frère. Allen explique que Kurena et lui sont tous les deux nés dans des familles paysannes. Cécile est la seule véritable noble du groupe, puisqu'elle est la fille du baron Granvel. Dès que ce nom de famille est prononcé, l'attitude de Kiel change complètement. Il bondit sur ses pieds, et déclare avec colère que la maison Granvel a détruit toute la vie de la famille Carnel. Le chaleureux dîner devient immédiatement tendu. Le pouvoir de l'amitié cesse temporairement de fonctionner. Un ancien serviteur tire Nina derrière lui, tandis que Cécile demande à toutes les personnes étrangères au conflit de quitter la pièce afin qu'elle puisse expliquer ce qui s'est réellement passé. D'après l'histoire racontée à Kiel, la maison Carnel était la victime innocente d'une conspiration organisée par la famille Granvel. Cécile présente une version très différente. Le père de Kiel aurait tenté de s'emparer des droits d'exploitation d'une mine de mithril située sur le territoire des Granvel. Le camp Carnel aurait engagé des assassins et organisé l'enlèvement de Cécile et d'Allen, qui travaillaient encore comme serviteurs à l'époque. Le plan avait échoué parce qu'Allen avait sauvé tout le monde. La maison Granvel avait ensuite présenté l'intégralité de l'affaire devant le roi. Les conspirateurs avaient été arrêtés, et la maison Carnel officiellement dissoute. Ils avaient perdu leur statut à cause des crimes qu'ils avaient commis, et non parce que les Granvel les avaient attaqués sans raison. Kiel est stupéfait. La version qu'il connaissait ne mentionnait ni assassin ni enlèvement. Allen n'exige pas qu'il accepte immédiatement le récit de Cécile. Il lui demande plutôt de raconter son propre passé. Kiel explique qu'il a vécu confortablement avec sa famille jusqu'à l'âge de 5 ans. Après que la cérémonie d'évaluation eut confirmé son talent de prêtre, il avait été séparé de sa famille et envoyé dans une autre ville, où il ne recevait qu'une petite allocation. Lorsqu'il avait eu 10 ans, quelqu'un avait enfin commencé à le préparer pour son entrée à l'académie. Ce soutien avait convaincu Kiel que sa famille lui accordait toujours de l'importance et attendait de lui qu'il joue un rôle essentiel dans la restauration de la maison Carnel. En octobre de l'année précédente, l'aide financière s'était soudainement interrompue. Nina et les anciens serviteurs, qui avaient perdu leur travail et leur foyer, étaient arrivés pour lui annoncer que la maison Carnel s'était effondrée à cause d'une conspiration des Granvel. Avant la fin de l'hiver, un mystérieux messager s'était présenté avec une proposition. Si Kiel servait sur le front pendant 5 ans,
le roi pardonnerait prétendument les crimes de sa famille, restaurerait le titre des Carnel, et désignerait Kill comme nouveau chef de la maison. Allen remarque immédiatement que 5 ans représentent une durée bien supérieure aux 3 années habituelles de service militaire. La promesse semble extrêmement suspecte, mais personne ne sait qui le messager représentait réellement. Autrefois, Kill détestait son talent de prêtre, car celui-ci avait provoqué sa séparation avec sa famille. Il considère désormais la magie de guérison comme le seul moyen à sa disposition pour protéger Nina et les personnes restées fidèles au Carnel. Il présente ses excuses à Cécile pour les actes de son père, mais compte malgré tout accomplir les 5 années de service promises. Son objectif n'est pas simplement de récupérer un titre de noblesse. Qu'il veut reconstruire un foyer dans lequel Nina et les anciens serviteurs pourront vivre en sécurité, au lieu de survivre grâce à la charité d'inconnus. Ce qui maintient Kill attaché à cette promesse n'est pas l'orgueil d'un noble déchu, c'est le fait de savoir qu'il se trouve au centre d'un groupe de personnes qui n'ont nulle part où retourner. S'il abandonne, Nina et les serviteurs perdront ce qu'ils considèrent comme leur dernier espoir. Même après avoir appris que son père n'était pas innocent, Kill ne peut pas simplement abandonner le nom des Carnel, et toutes les personnes qui en dépendent encore. Allen ne se moque pas de cette détermination. Il lui explique seulement la réalité du champ de bataille. La moitié des personnes envoyées sur le front meurent en moins de 3 ans. Survivre 5 années serait encore plus dangereux. Le frère aîné de Cécile est mort après quelques mois seulement de service. Quelle que soit la valeur d'un prêtre, un seul guérisseur ne peut pas compenser toutes les faiblesses à lui seul. Un véritable groupe, en revanche, peut protéger chacun de ses membres et combler mutuellement ses lacunes. Allen invite donc Kill à combattre l'armée du roi démon à leur côté, plutôt que d'entrer seul sur le champ de bataille, et d'attendre que celui-ci lui prenne la vie. Kill lui demande s'il veut simplement exploiter ses capacités de guérisseur. Allen reconnaît honnêtement que le groupe a besoin d'un prêtre. Cependant, il n'a aucune intention de forcer Kill à abandonner sa famille ou son objectif de restaurer la maison Carnel. Chacun a le droit de se battre pour ce qui compte le plus à ses yeux. Kurena fait remarquer que ces deux objectifs ne sont pas contradictoires. Kiel peut remplir son obligation tout en combattant des monstres aux côtés de compagnons qui le protégeront. Cécile est également disposée à vivre et à combattre avec le fils de la famille qui avait autrefois tenté de lui faire du mal. Leur sincérité finit par traverser les défenses de Kill. Il accepte de les rejoindre. Le grimoire s'élève immédiatement dans les airs, et affiche un message confirmant l'arrivée d'un nouveau membre dans le groupe. Allen ne promet pas de résoudre tous les problèmes entourant la maison Carnel. Il lui offre quelque chose de plus réaliste. Ils gagneront ensemble des niveaux, compenseront leurs faiblesses respectives, entreront sur le champ de bataille en équipe, et feront tout leur possible pour revenir vivants. Lorsque Kill comprend qu'il n'a plus besoin de tout porter seul, il se met enfin à pleurer. Le pouvoir de l'amitié est officiellement réactivé. Après avoir officiellement rejoint les No Life Gamers, Kill installe Nina et le reste de son foyer dans la grande maison commune du groupe. Les enfants et les anciens serviteurs commencent rapidement à défaire leurs affaires, tandis qu'Allen inspecte chaque pièce et confirme que le bâtiment est assez grand pour accueillir confortablement tout le monde. Voir sa famille enfin installée dans un endroit sûr ne fait que renforcer la détermination de Kiel à restaurer le statut nobiliaire de la maison Carnel. Un homme prétendant être un messager royal lui avait promis que sa famille serait pardonnée s'il servait sur le front pendant 5 ans. Plus Allen en apprend sur cet arrangement, plus il lui paraît suspect. Il décide d'enquêter discrètement, avant que Kill ne se retrouve prisonnier d'un accord auquel il ne pourra plus échapper. Le groupe de 5 personnes commence ensuite à défier un donjon de rang B. Sa structure ne semble pas particulièrement différente de celle des donjons de rang C qu'ils ont déjà terminés, mais les monstres qui s'y trouvent vont du rang D au rang B. Comme les couloirs contiennent des pièges empoisonnés et des flèches dissimulées, Cécile demande à chacun de boire une potion de résistance avant d'entrer. Allen refuse volontairement, car il souhaite tester les mécanismes du donjon sur lui-même. Après avoir ouvert son grimoire et examiné la carte, il rappelle au groupe que seulement un aventurier sur 5 environ parvient à terminer ce donjon. Le groupe découvre bientôt un coffre au trésor placé bien en évidence au milieu d'un passage. Les yeux de Kill s'illuminent aussitôt, et il manque de se précipiter vers lui, avant qu'Allen ne l'attrape par le col. Cécile convient qu'un trésor placé de manière aussi commode a presque toutes les chances d'être un piège. Maria traverse la paroi du coffre pour l'examiner. Celui-ci fait immédiatement apparaître d'énormes dents, et révèle sa véritable nature, c'est un mimique de rang B. Avant qu'il ne puisse attaquer, Maria l'immobilise grâce à une magie violette et le terrasse. Le grimoire annonce que le groupe a gagné 20 000 points d'expérience. Allen confirme également qu'après avoir été renforcé, Maria peut vaincre un monstre de rang B, en n'utilisant qu'environ la moitié de son mana. Lorsque le mimique disparaît, le véritable coffre au trésor apparaît. Kiel l'ouvre et découvre une lance en mithril valant au moins 50 pièces d'or. Pour un donjon rempli de pièges, l'expédition produit déjà d'excellents bénéfices. Le groupe poursuit sa progression en chevauchant Fran. Une invocation de type oiseau marche accidentellement sur une dalle noire, libérant un gaz blanc dans tout le couloir. Allen et tous les Frans s'effondrent immédiatement, tandis que Cécile, Kurena, Dogora et Kiel restent conscients grâce aux potions de résistance qu'ils ont bu plus tôt. Lorsqu'Allen se réveille,
Il insiste sur le fait qu'il avait délibérément refusé la potion afin d'étudier le piège, et qu'il ne s'était pas simplement montré imprudent. Maria lui explique tout ce qui s'est passé, et utilise un objet créé par une invocation de type végétal pour le réveiller. Allen teste ensuite le gaz sur plusieurs invocations différentes. Les oiseaux, les grenouilles et les autres créatures de type animal s'endorment, tandis que les invocations végétales et spirituelles ne subissent aucun effet. Il en conclut que ce piège soporifique particulier fonctionne uniquement sur les invocations de type animal. Il découvre également que l'objet appelé garniture alimentaire peut supprimer les altérations d'état négatives au lieu de simplement restaurer la santé. Pour la plupart des aventuriers, un donjon est un endroit où gagner de l'argent. Pour Allen, c'est également un laboratoire de recherche. Même si, cette fois, le principal sujet d'expérience se trouve être son propre corps inconscient, étendu au milieu d'un labyrinthe. Tandis qu'Allen s'occupe de classer les mécanismes du donjon, Dogora frappe à plusieurs reprises des blocs de pierre avec sa hache. Après de nombreuses tentatives, la lame commence enfin à briller et traverse directement sa cible. Dogora célèbre sa réussite en annonçant qu'il vient d'activer sa compétence personnelle pour la première fois. Le groupe entier le félicite et Allen consulte le grimoire pour confirmer que l'expérience de compétence de Dogora a réellement augmenté. Le dernier membre qui n'avait pas encore éveillé de capacité vient enfin de découvrir comment dépasser ses limites. 2 mois d'expédition dans les donjons chaque week-end ont transformé le groupe tout entier. Kurena maîtrise désormais l'entaille de l'épée du néant. Dogora a éveillé sa première compétence. La coordination magique de Cécile est devenue de plus en plus précise. Kill prend en charge à la fois la défense et les soins, tandis que les invocations d'Allen assurent la reconnaissance, le transport, le combat et la suppression des altérations d'état. Avant d'entrer dans la salle finale, Allen vérifie une dernière fois l'état du groupe. Kill peut maintenant lancer une protection de zone en plus de ses soins. Kurena et Dogora possèdent tous les deux de puissantes compétences offensives. Cécile peut éliminer des groupes entiers d'ennemis grâce à sa magie, tandis que les invocations d'Allen gèrent l'exploration et le soutien. 2 mois auparavant, ils testaient encore séparément chaque mécanisme fondamental. À présent, tous les 5 sont capables d'agir comme une équipe complète. Dans la salle du boss, Allen ne souhaite plus évaluer uniquement la force individuelle de chacun. Il veut savoir si le groupe peut maintenir sa formation face à un adversaire de rang B. À l'intérieur, il découvre une harde de grands sangliers entourant un sanglier gigantesque placé au centre d'un cercle magique. Allen consulte le grimoire et constate que Kurena, Cécile, Dogora et Kill ont tous atteint approximativement le niveau 37 en seulement 2 mois. Leur vitesse de progression normale est si élevée qu'Allen, qui se développe 100 fois plus lentement, se sent personnellement agressé par ces chiffres. Cependant, si des personnes talentueuses peuvent progresser aussi vite et que l'humanité continue malgré tout à lutter contre l'armée du roi démon, alors les ennemis qui les attendent sur le front ne pourront clairement pas être vaincus grâce à quelques séances d'entraînement improvisées. Kiel ouvre le combat en lançant Protection Suprême, qui enveloppe tout le groupe dans une barrière défensive bleue. Cécile projette immédiatement sa magie au milieu de la harde. Pendant que Dogora et Kurena avancent pour contrôler la ligne de front, Allen les soutient avec des invocations de type animal. Les 2 combattants de mêlée se chargent du sanglier géant. Son épaisse armure résiste à plusieurs attaques directes. Mais lorsqu'Allen identifie un point faible, Kurena réduit la distance et concentre toute sa puissance dans un seul coup. Sa lame transperce la zone vulnérable, abattant le sanglier géant, et rapportant 24 000 points d'expérience au groupe. Après leur victoire, un grand coffre apparaît. Il contient une paire de gantelets en scarlettite. La scarlettite est encore plus résistante que le mithril. Dès que Kill apprend que l'objet pourrait valoir plusieurs centaines de pièces d'or, il le serre contre lui comme s'il venait de découvrir une montagne de trésors. Allen sait que son ami a réellement besoin d'argent pour soutenir sa famille, même si l'affection naturelle de Kill pour le profit est manifestement très puissante elle aussi. Malgré la facilité apparente de leur victoire, Allen ne sous-estime pas le donjon de rang B. La force du boss lui donne simplement une idée plus précise du danger que doivent représenter les troupes du roi démon. Il décide que chaque membre du groupe devra atteindre le niveau le plus élevé possible avant l'obtention de son diplôme. Au cours des mois suivants, Allen utilise Maria et son armée d'invocations pour chasser les monstres et collecter des ressources presque sans interruption. Sa réserve atteint environ 34 760 pierres magiques de rang C, tandis que les fonds du groupe s'élèvent à 425 pièces d'or. Il utilise ce capital pour commander 310 000 pierres de rang D, même si la guilde ne peut en fournir que 50 000 par mois. Le fonds commun sert également à acheter un équipement plus puissant, une charrette et une horloge magique, permettant au groupe de suivre le passage du temps pendant ses explorations. Le groupe réussit ses examens finaux, et, au début du mois d'août, il a conquis un 2e donjon de rang B. Ses membres entament alors officiellement 2 mois de vacances d'été. Alors que la plupart des élèves considèrent cette pause comme une occasion de se reposer, Allen y voit une opportunité d'accélérer leur entraînement. Avant de reprendre leurs efforts, il envoie dans sa ville natale des oiseaux invoqués transportant des lettres et des messages vocaux enregistrés. Sa famille reconnaît immédiatement sa voix.
Les lettres de Kurena et Dogora sont également remises à leurs proches. Au cours de la conversation, Allen apprend que sa petite sœur ne possède aucun talent particulier. Rodan se prépare à devenir le chef d'un nouveau village fondé sur la frontière, et la famille d'Allen prévoit de s'y installer au mois d'avril suivant, afin de contribuer au développement des terres. Les familles de Kurena et Dogora ont l'intention de les rejoindre. La nouvelle rassure Allen, même s'il conseille tout de même à son père d'apprendre à lire et à écrire avant d'accepter un rôle de dirigeant. Dans le cas contraire, chaque document officiel du nouveau village dépendra entièrement de la mémoire de Rodin. Allen contacte ensuite le vicomte Granvelle, et lui annonce que Kill est devenu un compagnon fiable. Il lui parle également de la promesse selon laquelle la maison Carnel serait prétendument restaurée après 5 années de service de Kill sur le front. Le vicomte confirme que le roi possède bien l'autorité nécessaire pour restaurer un titre nobiliaire, mais qu'aucun projet de ce genre n'a jamais été discuté à la cour. Si la personne se cachant derrière cette promesse connaissait déjà le talent de prêtre de Kill, alors l'ensemble de l'accord pourrait être un piège. Les guérisseurs sont extrêmement rares sur le front, car la plupart d'entre eux restent dans des territoires plus sûrs pour soigner les civils et les soldats blessés. Par conséquent, de nombreux nobles tentent de garder des prêtres près de leurs enfants, allant parfois jusqu'à les forcer à travailler jusqu'à l'épuisement, pour augmenter les chances de survie du jeune noble. Le fait que Kill ait été séparé de sa famille juste après la cérémonie d'évaluation, puis ait reçu des années plus tard cette promesse suspecte de 5 années de service, laisse penser que quelqu'un avait peut-être prévu dès son plus jeune âge de le transformer en outil utile. Pour le moment, cela ne reste toutefois qu'une théorie fondée sur les preuves disponibles. Plus inquiétant encore, le prétendu messager avait également dit à Kill que la maison Granvelle était responsable de la destruction de la famille Carnel. Quelqu'un essaie clairement de créer de la haine entre les deux camps. Allen envisage d'interroger directement le roi, mais le vicomte Granvelle prend immédiatement la responsabilité de l'enquête. L'honneur de sa famille a été utilisé pour tromper un enfant, et il refuse de l'ignorer. Allen accepte de laisser le travail politique à quelqu'un possédant le statut et les relations nécessaires pour s'en occuper correctement. Sa propre mission consiste à devenir assez puissant pour que personne ne puisse forcer Kill à entrer seul sur le champ de bataille. Allen comprend qu'un simple avertissement ne suffira pas à sauver Kill de cette conspiration. Sans preuve, celui-ci pourrait encore choisir de croire la seule promesse lui donnant une chance de restaurer sa famille. L'enquête du vicomte devra donc non seulement identifier le responsable, mais aussi déterminer si le roi a réellement approuvé l'accord ou si celui-ci n'était qu'un appât destiné à contraindre un jeune prêtre à effectuer plusieurs années de service militaire. Profitant des vacances d'été, le groupe termine rapidement un 3e donjon de rang B, et fait passer ses cartes d'aventurier au rang B. Toutes les personnes qui les entourent sont stupéfaites de voir un groupe d'élèves de première année progresser plus rapidement que de nombreux aventuriers expérimentés. L'employé de la guilde les avertit néanmoins que les donjons de rang A sont complètement différents. Très peu de groupes ont réussi à les explorer. Les boss finaux y sont exceptionnellement puissants et leur intérieur peut contenir des pièges qui n'ont encore jamais été répertoriés. Elle leur présente également le système d'enchères, grâce auquel les aventuriers peuvent vendre leurs butins de grande valeur, ou acheter des équipements rares. Allen l'interroge immédiatement sur les anneaux de régénération de mana. Malheureusement, elle n'en a jamais vu un seul être mis en vente. Des anneaux restaurant l'endurance, ou offrant une résistance au poison apparaissent parfois, mais cette information ne le décourage pas. Allen décide que le groupe étudiera tous les documents disponibles, améliorera son équipement, et tentera d'explorer un donjon de rang A. L'expédition se transforme rapidement en un long séjour de camping souterrain. Le groupe dort au centre d'un cercle défensif formé par les invocations, tandis que Hawkins part en reconnaissance pendant toute la nuit sans trouver de sortie. La carte est si immense que même Allen reconnaît que les dimensions du donjon sont déraisonnables. Il leur faut 3 ou 4 jours simplement pour parcourir un seul étage. Dogora commence à se plaindre que la maison lui manque, tandis que Maria rapporte que plusieurs monstres se sont approchés pendant la nuit, mais qu'ils ont été éliminés, avant que Wally ait besoin d'utiliser sa compétence explosive. Après avoir rangé leur campement, les membres du groupe montent sur Fran et reprennent leur progression. Ils rencontrent bientôt 2 rois orques et un cyclope. Allen répartit les cibles. Il attribue un roi orque à Kurena, et l'autre à Dogora, tandis que Cécile les soutient avec ses lances de feu. Les monstres de rang B ne soumettent plus le groupe à une pression insurmontable. Dogora est sur le point de vaincre sa cible et annonce joyeusement que le combat est presque terminé. Le cyclope lance alors une contre-attaque soudaine qui l'expédie loin de la formation et directement sur un cercle magique violet. Kurena comprend qu'il s'agit d'un piège de téléportation, mais son avertissement arrive trop tard. Dogora et Cécile disparaissent sous les yeux d'Allen. Kill prévient immédiatement le groupe que la perte simultanée d'un combattant de première ligne et de leur magicienne met toute leur formation en danger. Allen ordonne à Kurena d'achever le cyclope, puis crée plusieurs copies de Maria. Il donne à chacune une feuille de vie et une graine magique avant de les envoyer dans toutes les directions, à travers les murs environnants, afin qu'elles recherchent leurs 2 compagnons disparus. Dans une autre partie du donjon, Cécile et Dogora sont projetés directement devant un gigantesque monstre rouge accompagné de 2 créatures semblables à des serpents. Dogora est déjà blessé, mais il se place tout de même entre Cécile et leurs ennemis.
Cécile le soutient en lançant continuellement des lances de feu, tandis que les contre-attaques de la gigantesque créature finissent par écraser Dogora contre le sol. Il est obligé d'utiliser son dernier objet de récupération. Cécile fouille son propre sac et découvre qu'elle n'en possède plus non plus. Malgré cela, tous les deux continuent de combattre, conscients qu'une seule erreur pourrait entraîner leur mort dans le labyrinthe. Alors que la situation approche de son point critique, l'une des Maria les localise et active possession, libérant un nuage violet qui enveloppe les ennemis. Elle remet immédiatement à Cécile et Dogora la feuille de vie et la graine magique. Leurs effets de zone restaurent 1000 points de vie et 1000 points de mana à chaque membre du groupe se trouvant à portée. En regardant à travers les yeux de Maria, Allen confirme que tous les deux sont encore vivants et leur ordonne de rester sur place jusqu'à l'arrivée des secours. Le soulagement n'est que de courte durée. Deux monstres en armure blanche apparaissent peu après. Cécile et Dogora décident de les éliminer et de fortifier leur position, tandis que Maria reste en retrait pour leur apporter son soutien. Ailleurs, Allen ordonne à Kurena et Kiel de s'accrocher fermement avant de commander à Fran d'activer vitesse divine. Les invocations foncent à travers les couloirs à leur vitesse maximale. Pourtant, même s'ils connaissent la position exacte de leurs compagnons, le labyrinthe bloque sans cesse les chemins les plus courts. Dogora encaisse les attaques directes pour laisser à Cécile le temps de lancer ses sorts. Maria utilise des malédictions afin de ralentir les ennemis, tandis qu'Allen observe la carte avec frustration en forçant Fran à courir toujours plus vite. Connaître la position de quelqu'un ne signifie pas qu'il sera facile de le rejoindre. Avant que l'équipe de secours puisse arriver, la silhouette d'un immense monstre rouge et noir émerge à l'extrémité du couloir. Il se tient désormais directement devant Cécile et Dogora, qui sont déjà proches de l'épuisement. Pour la première fois depuis leur entrée à l'académie, les No-Life Gamers ne font plus la course pour gagner de l'expérience ou trouver des trésors. Ils luttent désormais contre le temps pour maintenir leurs compagnons en vie. Au moment même où l'énorme monstre rouge et noir se rapproche, Allen finit par localiser Cécile et Dogora. Dogora se tient toujours devant Cécile, malgré les blessures qui le couvrent. Allen invoque immédiatement Péon et utilise Aiguille Paralysante pour immobiliser la créature. Kurena et Kiel rejoignent rapidement le combat, permettant au groupe enfin réuni de l'abattre avant qu'elle ne puisse achever les deux membres isolés. Cécile remercie Allen, tandis que Dogora admet ouvertement qu'il a réellement cru qu'il allait mourir à l'intérieur du labyrinthe. L'accident de téléportation met en lumière une grave faiblesse dans la formation du groupe. Allen estime qu'il leur faudrait un membre supplémentaire spécialisé dans l'éclaireur et la détection des pièges. Dogora s'inquiète, tout nouveau venu devrait refaire tous les donjons de niveau inférieur pour les rattraper. Kurena propose une stratégie bien plus simple. Que tout le monde reste groupé et que chaque piège soit surmonté par la force brute. Pendant que le groupe discute du problème, une étudiante aux cheveux bleus, non loin de là, écoute discrètement toute la conversation et sourit. Les No-Life Gamers poursuivent leur progression vers le dernier étage d'un donjon de rang A. Dans la salle du boss les attend un grand guerrier de près de 10 mètres de haut, recouvert d'une armure bleue et entouré de plusieurs rois orques armés de haches. Dogora craint que le groupe ne parvienne pas à percer son armure. Allen, lui, considère cet adversaire comme un test idéal. S'ils peuvent vaincre un monstre doté d'une défense aussi puissante, ils devraient être capables d'affronter la plupart des ennemis de rang A. Allen déploie plusieurs capacités d'invocation récemment débloquées. Substitution permet à un Teiku de recevoir les dégâts à la place d'un allié. Tête de requin augmente les chances d'infliger des coups critiques, tandis que dispersion crée une possibilité d'annuler complètement une attaque physique ou magique. Une fois tous les préparatifs terminés, Allen ordonne à ses invocations de type pierre d'encercler les ennemis et d'ouvrir le feu. Les rois orques sont détruits, mais lorsque la fumée se dissipe, le grand guerrier est toujours debout. Kurena charge immédiatement et attaque les jointures reliant les pièces de l'armure du boss. Son coup de poing en retour possède assez de puissance pour l'écraser, mais substitution s'active au tout dernier moment. Plusieurs Teiku porteurs de boucliers encaissent l'intégralité de l'impact à la place de Kurena. Comme elle est indemne, Allen ordonne l'assaut général. Dogora et Fran attaquent sur les flancs, Cécile reste à distance et lance des boules de feu, Maria et l'armée invoquée se referment par l'arrière, tandis que Kurena continue de briser l'armure de face. La dernière couche de défense finit par se fissurer. Dogora enfonce sa hache dans l'ouverture ainsi révélée. Cécile lance un sort à l'instant précis où Kurena porte le coup décisif, et l'attaque combinée fait s'effondrer le géant. Le grimoire enregistre 480 000 points d'expérience. Allen obtient une pierre magique de rang A, tandis que le coffre au trésor contient une hache en scarletite noire et rouge. Le groupe la donne à Dogora, en remplacement de sa vieille arme en mithril. Le cube qui gère le donjon remet au groupe un certificat prouvant qu'ils ont conquis leur premier donjon de rang A. Il annonce également qu'ils devront achever 5 donjons de rang A différents avant d'obtenir le droit de défier un donjon de rang S. Kurena et Dogora sont à la fois inquiets à l'idée des monstres de rang S et excités par les trésors potentiels. Allen regarde le certificat comme une carte de fidélité, à ceci près que la récompense après 5 tampons n'est pas un cadeau, mais l'autorisation d'entrer dans un endroit considérablement plus dangereux. Pour l'instant, le groupe doit encore gagner des niveaux et améliorer son équipement. Les vacances d'été se terminent, le calendrier atteint octobre,
et Allen fête ses 13 ans. La nouvelle que les No Life Gamers ont conquis un donjon de rang A se répand dans toute la classe. De nombreux élèves remercient Allen pour les conseils qu'il leur a donnés, et seules 3 personnes échouent finalement à l'épreuve du donjon. Kurena exige aussitôt un combat d'entraînement, mais Allen refuse, car la plupart de ses invocations combattent encore de manière autonome à l'intérieur des donjons. Karlova accepte le défi de Kurena à sa place, tandis qu'Allen évite discrètement le regard désespéré du professeur qui appelle à l'aide. Pendant que les deux commencent leur entraînement, Allen s'exerce à l'épée avec Riffle Hamilton. La technique de Riffle lui rappelle les séances d'entraînement qu'il avait autrefois avec Mihai. Allen remporte le combat, mais Riffle le remercie chaleureusement pour l'occasion. Allen est tout aussi soulagé que Kurena ait enfin trouvé quelqu'un d'autre prêt à lui servir de partenaire d'entraînement régulier. En route vers le bureau du directeur, Allen interroge Karlova sur ses propres exploits en donjon. Le professeur révèle qu'il a jadis conquis 3 donjons de rang A. Cependant, personne dans le royaume n'a atteint le rang S depuis l'époque du sein de l'épée de Vergue, plusieurs décennies auparavant. Si Allen et Kurena y parviennent, leurs noms entreront dans l'histoire. Malheureusement, Ratache ne compte que 4 donjons de rang A, si bien que le groupe devra tôt ou tard en trouver un 5e ailleurs. Le directeur demande à Allen et Kurena de participer au tournoi d'arts martiaux prévu la semaine suivante. Les élèves de première année ne sont normalement pas autorisés à concourir. Le tournoi réunit 16 combattants, interdit la magie, mais autorise les compétences liées aux professions. Kurena est immédiatement enthousiaste. Allen demande pourquoi Dogora n'a pas été choisi à sa place, étant donné qu'il possède une puissance offensive directe supérieure. Le directeur explique que les utilisateurs de hache ne remplissent pas les conditions d'inscription du tournoi. Allen refuse, car le tournoi ne l'aidera ni à gagner des niveaux, ni à accumuler de l'expérience de compétences, ni à récolter des ressources. Lorsqu'ils apprennent que le champion gagne le droit d'affronter directement le sein de l'épée de Vergue, Kurena devient encore plus déterminé à participer. Allen refuse toujours de changer d'avis, laissant le directeur inscrire Kurena seul. La veille du tournoi, la résidence commune des No Life Gamers reçoit des visiteurs représentant à la fois la maison Granvelle et la maison Hamilton. Le père de Riffle est le comte Hamilton, le seigneur supérieur qui supervise les territoires de Granvelle et de Carnel. Les deux familles ont travaillé avec la cour royale pour établir un nouvel accord officiel concernant Kill, car la promesse initiale transmise par le prétendu messager royal n'avait jamais été approuvée par le roi. Selon ce nouvel accord, Kill doit servir en première ligne pendant 5 ans avant que l'honneur et le titre de noblesse de la maison Carnel ne soient rétablis. Des exploits significatifs peuvent raccourcir cette période. Granvelle et Hamilton signent tous deux officiellement le document, tandis que la maison Hamilton accepte de protéger Nina et les membres restants de la maisonnée de Kill. Nina se met à pleurer, car leur avenir bénéficie enfin d'une véritable garantie. Kill ne comprend pas pourquoi des familles autrefois lésées par la maison Carnel sont encore disposées à les aider. Le chef de la maison Granvelle explique qu'il ne s'agit pas de charité, mais de la responsabilité de nobles qui doivent répondre de leurs propres actes. Cependant, l'enquête a révélé l'existence de 2 messagers royaux liés à l'affaire. L'un avait déjà coopéré avec la maison Carnel, tandis que l'autre avait personnellement transmis à Kiel la promesse des 5 ans. Tous deux servent le même membre de la famille royale. La piste actuelle mène au prince héritier Imvel von Ratache, le futur souverain attendu du royaume. Allen est furieux que la personne soupçonnée d'avoir orchestré l'enlèvement de Cécile et exploité Kiel n'ait toujours subi aucune conséquence. Le vicomte Granvelle lui rappelle que le soupçon ne remplace pas la preuve. Sans preuve directe, même le roi ne peut punir le prince héritier. Plus inquiétant encore, le roi est déjà âgé, et Imvel pourrait monter sur le trône d'ici 5 ans. Si cela se produit, le nouvel accord protégeant Kiel pourrait être annulé. Granvelle demande à Kiel s'il souhaite toujours signer. Kiel comprend parfaitement le danger, mais accepte l'accord. Tous lui ont offert une chance qu'il n'aurait jamais pu obtenir seul. En tant que chef de la maison Carnel, il refuse de fuir la responsabilité qui l'accompagne. Kiel choisit de continuer pour Nina, et pour toutes les personnes qui placent désormais leurs espoirs en lui. Le lendemain, Kurena bat son dernier adversaire et devient championne du tournoi étudiant. Sa récompense est un combat d'exhibition contre le saint de l'épée de Vergue, l'homme qui a vaincu tous les champions précédents. Dverg reconnaît que Kurena est devenue considérablement plus forte, mais lui rappelle que le plus haut niveau parmi les étudiants reste très loin de la réalité d'un véritable champ de bataille. Kurena charge à pleine vitesse. Dverg se contente de lever son épée à 2 mains et bloque son attaque d'ouverture. Elle entoure aussitôt sa lame d'une énergie semblable à la foudre, bondit dans les airs et l'abat avec une force considérable. La lumière ainsi produite s'écrase directement sur Dverg, mais il la bloque proprement et contre-attaque, projetant Kurena à travers l'arène. Elle se relève encore et encore, pourtant chaque tentative de l'approcher se solde par un nouveau revers. Dverg lui demande si elle a déjà atteint sa limite. Kurena le nie, et concentre toutes ses forces restantes dans un ultime assaut. Dverg brise sa garde et l'écrase dans le sol de l'arène avec une attaque assez puissante pour remplir le stade de lumière. Tout le groupe se lève d'un bond et crie son nom. Kurena finit par rester immobile. Elle est peut-être championne des étudiants, mais Dverg l'a complètement dominée. Durant tout le combat, elle n'a pas réussi à placer une seule attaque. Lorsque Kurena se réveille dans la salle de soins, elle se met à pleurer,
car elle a donné tout ce qu'elle avait sans même parvenir à toucher son adversaire. Allen ne lui offre pas de consolation creuse. Il lui explique que Dverg l'a surpassé à la fois en technique et en équipement. Cette défaite prouve que Kurena possède encore un immense potentiel inexploité. Si elle ne peut pas gagner cette année, alors le groupe tout entier deviendra plus fort et reviendra le vaincre l'année suivante. Kurena retrouve immédiatement sa détermination et accepte de poursuivre son entraînement. Juste après le tournoi, le prince héritier Imvel convoque le vicomte Granvel pour un entretien privé. Allen est autorisé à l'accompagner, mais ressent aussitôt la pression qui emplit la pièce. Le prince héritier est assis, entouré de gardes, et mentionne avec désinvolture la mine de Mithril, Kurena, et la maison Carnel. Sa connaissance détaillée de l'accord secret renforce le soupçon d'Allen. C'est Imvel qui aurait conçu le plan visant à exploiter Kiel. Malgré tout, cela reste une simple théorie. Le prince héritier oriente la conversation vers la guerre. L'empire de Germane subit une pression sévère de la part de l'armée du roi démon, et a besoin que Ratash fournisse davantage de renforts. Le royaume est divisé entre les factions soutenant la guerre contre le roi démon, et celles qui veulent préserver les ressources nationales. Puisque Granvel soutient l'alliance, Imvel affirme que sa famille devrait contribuer davantage. Il évoque ensuite délibérément un projet d'envoyer Cécile sur l'une des lignes de front les plus dangereuses de l'Empire. Allen s'y oppose immédiatement, mais le prince héritier demande si Granvel entend faire passer sa fille avant ses obligations nobiliaires. Imvel mentionne qu'il a lui aussi une fille talentueuse, s'attaquant délibérément au point le plus faible du vicomte en tant que père. Il propose alors un échange. Granvel n'a qu'à dire au roi qu'il souhaite annuler un certain accord. En retour, l'affectation de Cécile au front dangereux sera retirée. Le vicomte Granvel perçoit la menace et commence à vaciller. Un autre objectif se cache derrière la situation de Kiel. Les prêtres se font de plus en plus rares, ce qui pousse de nombreux nobles à les garder auprès de leurs propres enfants. Certains guérisseurs sont contraints de travailler jusqu'à l'épuisement pour accroître les chances de survie des héritiers nobles. Allen soupçonne que le prince héritier veut faire de Kiel le guérisseur personnel de sa fille. La promesse de restaurer la maison Carnel n'était que la chaîne destinée à l'attacher. Comprenant que Granvel pourrait sacrifier Kiel pour protéger Cécile, Allen s'avance de lui-même. Il se présente comme le chef du groupe auquel appartiennent Kurena et Cécile, surprenant le prince héritier. Allen explique que tout le groupe est conscient du taux de mortalité sur les lignes de front. Cependant, le champ de bataille est aussi l'endroit où ils seront inévitablement envoyés après leur remise de diplôme. Cette déclaration supprime la nécessité pour Granvel de sacrifier Kiel en échange de la sécurité de sa fille. Le vicomte confirme que si Cécile reçoit un ordre officiel de soutenir le front, la maison Granvel obéira. Le prince héritier accepte cette réponse et met Allen au défi de la protéger, quitte à y laisser la vie. Kiel évite d'être livré, mais la possibilité que le groupe entier soit envoyé sur un champ de bataille particulièrement brutal est désormais bien réelle. 3 mois passent, amenant le calendrier au jour de l'an. La compétence d'amélioration d'Allen atteint le niveau 7, tandis que ses 4 compagnons montent aux environs du niveau 58 et acquièrent un meilleur équipement. Ils affrontent à répétition des salles de boss de rang A à la recherche de l'ennemi le plus rare possible. Ce n'est qu'à la 76e tentative qu'un énorme dragon lourd émerge enfin de l'obscurité. La guilde les avait auparavant avertis que cette créature surpasse de loin les variantes ordinaires. Certains membres suggèrent de battre en retraite et de signaler son apparition, mais Allen décide de combattre. Les 3 derniers mois de préparation visaient justement à tester les limites des no-life gamers. Plutôt que d'ordonner immédiatement à tous d'avancer, ils forment une ligne défensive à l'aide de plusieurs Teiku porteurs de boucliers. Franc s'occupe des déplacements. Cécile et Kiel restent à l'arrière, tandis que Kurena et Dogora attendent une occasion de s'approcher. Allen prévient chacun de faire particulièrement attention au souffle du dragon, puis ordonne à Kébion d'activer Explosion de Kébion. De nombreuses boules de feu s'abattent sur le boss et lui retirent une part importante de ses points de vie. Le dragon est assez intelligent pour entrer en fureur, mais avant même qu'il n'ait fini de rugir, Kébion l'attaque de nouveau. Cécile ne peut que demander à Allen de ne pas provoquer délibérément un ennemi déjà bien assez dangereux. Franc active Vitesse Divine et transporte Kurena et Dogora au corps à corps. Kurena attaque directement, mais son épée ricoche sur des écailles plus dures que l'acier. Allen soupçonne que le dragon lourd possède une résistance physique extrêmement élevée. De l'énergie commence à s'accumuler dans sa gueule, alors Allen ordonne aux Teiku de se mettre en formation défensive et se prépare à les sacrifier. Le souffle balaie la salle. Le mur de bouclier absorbe toute l'attaque, mais 4 Teiku sont effacés d'un coup. Le dragon commence rapidement à charger une nouvelle attaque, rassemblant cette fois une masse de feu encore plus importante. Kurena hurle immédiatement à tous de reculer. Allen tente de construire une autre ligne défensive, mais sa vitesse d'invocation ne suit pas. Si le souffle atteint l'arrière-garde, Cécile et Kiel pourraient mourir sur le coup. Sans attendre d'ordre, Kurena et Dogora s'avancent ensemble et font rempart de leur corps pour protéger leurs compagnons. Les flammes renforcées engloutissent les 2 combattants et détruisent le franc qui les soutenait. Kurena et Dogora survivent, mais souffrent de blessures graves. Kiel lance aussitôt grand soin, devenant le maillon crucial qui permet au groupe de continuer à se battre. Malgré cela, le dragon lourd commence à préparer un nouveau souffle. Dogora commence à croire que la victoire est impossible. Leur formation défensive est presque épuisée,
et les attaques physiques demeurent inutiles. Allen a suffisamment observé pour comprendre à la fois la vitesse et la puissance du souffle. Il insiste, le groupe peut encore continuer. À cet instant, une énergie rose et violette jaillit soudain autour du corps de Kurena. Elle se souvient d'avoir déjà connu cet état lorsqu'elle était plus jeune. Allen ouvre le grimoire et vérifie son statut, découvrant que la compétence unique dépassement de limite s'est activée. Chacune des caractéristiques de Kurena augmente de plus de 3000 points. Elle reçoit également une super régénération, qui restaure environ 1% de ses points de vie chaque seconde. Le dragon lourd rassemble toute son énergie, et projette son souffle droit sur elle. Kurena ne l'évite pas. Elle avance en ligne droite à travers la mer de flammes, tandis que la super régénération répare continuellement les dégâts, et que sa force et sa vitesse atteignent un tout autre niveau. Kurena resserre sa prise sur sa grande épée et charge à travers la chaleur intense. Elle comble la distance pendant que le dragon libère encore sa puissance. Un coup d'épée rouge tranche les écailles qui repoussaient jusque-là toutes les attaques physiques. L'explosion qui en résulte engloutit l'énorme corps et le projette au sol. Le grimoire annonce que le groupe a reçu 1 600 000 points d'expérience. Le boss rare, apparu seulement après 76 tentatives, vient d'être vaincu par la même fille qui pleurait naguère de n'avoir pu porter un seul coup à Dverg. Debout au milieu des flammes qui s'éteignent, Kurena sourit et annonce joyeusement qu'elle a battu le dragon géant. Sa défaite face à Dverg lui avait révélé la limite qui se dressait devant elle. Sa détermination à protéger ses compagnons lui a donné la force de la franchir. Le temps passe rapidement jusqu'à fin mars. Allen n'a toujours que 13 ans, mais les résultats d'une année entière passée à écumer les donjons créent un problème que le groupe n'avait pas anticipé. Kurena annonce joyeusement qu'elle a gagné un nouveau niveau, avant de se figer en voyant apparaître son écran de statut. Elle, Cécile, Dogora et Kill ont tous atteint le niveau 60, la limite actuelle de ce monde. Chacun des compagnons d'Allen a atteint le plafond. Seul Allen peut continuer à progresser, car le mode enfer ralentit sa vitesse de montée en niveau 100 fois par rapport aux gens ordinaires. Il soupçonne que leur progression anormalement rapide pourrait être liée au roi démon, qui a augmenté le rang des monstres à travers le monde. Ces créatures sont devenues plus dangereuses, mais elles accordent aussi bien plus d'expérience. Ce n'est encore qu'une théorie d'Allen. Pourtant, si elle est exacte, cela signifie que l'équilibre du monde continue de s'effondrer. Dogora craint que le groupe ne reste bloqué à sa puissance actuelle pour toujours. Cécile comprend elle aussi un autre problème, une fois que les niveaux et les statistiques cessent de progresser, il devient beaucoup plus difficile de garder la motivation de s'entraîner. Allen refuse de considérer le niveau 60 comme une fin en soi. Dans les jeux en ligne auxquels il jouait dans sa vie antérieure, les limites de niveau pouvaient toujours finir par être repoussées. En attendant de découvrir la condition permettant de franchir celle-ci, il leur reste 3 moyens de progresser, maîtriser leurs compétences spéciales, acquérir un équipement plus puissant, et accumuler de l'expérience de combat réel. Il reste au groupe 2 ans avant d'être envoyé sur le front. Allen décide de consacrer chaque instant de ce temps à transformer les no-life gamers en la force la plus puissante possible. Avril arrive, et environ 2600 élèves entrent en 2e année. Karlova annonce que la classe va accueillir 3 élèves transférés. Sophie est une princesse aux elfes, héritière du royaume de Rosenem. Formar est son garde du corps personnel et le capitaine de sa garde royale. Merle est une naine de 13 ans venue de l'empire de Boki. Karlova demande à Allen s'il peut accepter les 3 nouveaux venus dans son groupe. Allen vérifie d'abord qu'élargir l'équipe à 8 membres ne réduira pas leur gain d'expérience, puis accepte d'en discuter les détails pendant le déjeuner. Dans le réfectoire, Allen se présente comme le chef des no-life gamers et demande immédiatement aux 3 nouveaux s'ils peuvent accepter un emploi du temps impliquant des expéditions en donjon presque tous les jours. Sophie accepte car de son côté aussi, il ne reste que 2 ans pour se préparer à la guerre contre le roi démon. Elle est mage des esprits. Formar possède le talent d'archer, et Merle détient le talent extrêmement rare de général Talo. Cependant, Merle avoue que ses capacités sont actuellement restreintes, pour une raison qu'elle ne peut pas encore expliquer. Malgré cela, elle veut devenir plus forte. Kurena les assure avec enthousiasme que tout le monde s'entraidera pour progresser. Les bénéfices sont mutuels, Allen a besoin de membres supplémentaires pour les donjons de rang supérieur, tandis que les nouvelles venues ont besoin d'un groupe puissant pour les préparer au champ de bataille. Sophie, Formar et Merle rejoignent donc officiellement les no-life gamers. Le directeur explique à Allen que, bien que lui et Sophie soient tous deux aux elfes, le statut politique de la princesse est bien supérieur au sien. Formar, de son côté, commande toute la garde royale. 4 jours plus tard, les 3 transferts s'installent dans la résidence commune, où le groupe organise une fête de bienvenue. Avant le repas, les elfes prient ensemble. Sophie explique que Rosen est le seigneur des esprits qui a accordé la magie à leur peuple. Les habitants de Boki vénèrent le dieu d'Igrani, et de nombreux dispositifs magiques de l'Empire ont été développés à partir de créations laissées par cette divinité. Allen relie immédiatement cette information au cube qui gère les labyrinthes. Kurena croit en Elmea, tandis que Kill a appris la magie de soin par la prière à l'église. Après la fête, Allen divise le groupe en 2 équipes. Lui et Dogora guideront Sophie, Formar et Merle à travers des donjons de rang B afin qu'elles puissent gagner des niveaux et s'habituer à combattre ensemble. Kurena, Cécile et Kill continueront à explorer leur 3e donjon de rang avec le soutien des invocations d'Allen. Bien que les membres originaux aient déjà atteint le niveau maximum, les pierres magiques,
l'équipement et l'expérience pratique restent tout aussi précieux qu'avant. Le lendemain, le grimoire d'Allen révèle que Sophie a 48 ans et est niveau 50, tandis que Formar a 67 ans et est niveau 55. Merle a 13 ans, est niveau 30, et possède le talent de Général Talo. L'apparence juvénile des deux elfes laisse Allen et Dogora sans voix, mais la princesse leur rappelle de ne pas juger sa race selon les critères de la durée de vie humaine. Allen libère plusieurs maras pour explorer les lieux et invoque Fran comme moyen de transport. La rapidité quasi instantanée de son invocation surprend les trois nouvelles venues. Juste au moment où le groupe s'apprête à partir, un énorme monstre squelettique aux yeux rouges leur bloque le passage. Formar tire une flèche renforcée qui transperce directement son crâne, le vainquant d'un seul coup. Dogora n'a même pas le temps de charger avant la fin du combat. Merle s'assoit, déçu de n'avoir presque rien contribué. Sophie invoque un esprit de l'eau pour la soigner et explique que la magie des esprits manque de la puissance destructrice d'une mage classique et de la spécialisation curative d'une prêtresse, mais qu'elle est exceptionnellement polyvalente en soutien arrière. Merle révèle alors la véritable limite de son talent. Général Talo est un talent rarissime à 3 étoiles, qui n'apparaît que chez environ une personne sur 10 millions. Il permet à Merle de contrôler des golems spécialement construits. Avec une machine adaptée, elle pense pouvoir même affronter un dragon. Le problème, c'est que Boki considère ces golems comme des armes stratégiques essentielles pour résister à l'armée du roi démon. Merle ne peut donc pas simplement les emporter sur le territoire d'une autre nation. Allen comprend et ne la critique pas. Il refuse aussi d'exiger qu'elle compromette les secrets militaires de sa patrie uniquement pour prouver sa valeur au groupe. Après avoir été témoin d'Allen et de son immense armée d'invocations, Sophie explique pourquoi elle s'adresse toujours à lui avec un respect inhabituel. Il y a environ 5 ans, Rosen, qui était plongée dans un profond sommeil depuis longtemps, a commencé à murmurer près du grand arbre. La prophétie parlait d'un garçon aux cheveux noirs né à l'extrémité sud du continent central, dont les statistiques évolueraient extrêmement lentement. Ces détails correspondent étroitement à Allen et aux effets du mode enfer. La prophétie affirmait également que cette personne s'élèverait au-dessus de ceux qui dissimulaient la lumière et libérerait le monde des ténèbres. Après avoir vu de ses propres yeux l'armée invoquée d'Allen, Sophie croit qu'il est bien la personne décrite dans la prophétie. Toutefois, ce n'est encore qu'une conviction personnelle, et rien ne prouve pour l'instant que la prophétie se réalisera. À la fin du mois de juillet, les résultats de leur entraînement deviennent évidents. Lorsqu'un mage squelette apparaît dans une salle de combat, Sophie demande à tout le monde de reculer et active une compétence spéciale utilisable une seule fois par jour. La pierre et la terre s'élèvent du sol du donjon et s'assemblent en une immense silhouette humanoïde qui se présente comme Gnome, le grand esprit de la terre, manifesté grâce à son pacte avec le Seigneur des Esprits. D'un seul coup direct, Gnome écrase le monstre et met fin au combat. Sophie est ravie que son niveau soit enfin assez élevé pour invoquer une telle puissance. Avant le début des vacances d'été, les 3 nouveaux membres terminent 3 donjons de rang B et un donjon de rang A, tandis que le groupe original achève son 4e donjon de rang A. La veille des vacances, le directeur convoque Allen et Kurena dans son bureau, où Elmio les attend déjà. L'académie prévoit d'organiser un tournoi martial en octobre et souhaite que les 2 élèves y participent. Kurena accepte presque immédiatement, mais Allen refuse sans la moindre hésitation. Le tournoi n'offre ni expérience ni pierre magique, et exposer publiquement toute la puissance d'un invocateur pourrait pousser les forces du roi démon à l'identifier comme une menace. Si la prophétie est exacte, l'ennemi aurait encore plus de raisons d'assassiner Allen avant qu'il ne se développe pleinement. Le directeur admet que, du point de vue d'Allen, il n'y a aucune raison convaincante de participer. Elmio change alors immédiatement de stratégie de négociation. Il laisse délibérément tomber devant Allen un anneau de régénération de mana, un objet capable de restaurer environ 1% du mana de son porteur chaque seconde. C'est exactement ce qu'Allen recherchait, et cela pourrait transformer complètement la vitesse de développement d'un invocateur. Elmio annonce que le finaliste gagnera le droit d'affronter Dverg, tandis que le champion du tournoi affrontera Elmio lui-même. Si Allen le vainc, l'anneau deviendra sa propriété. Le refus catégorique d'Allen s'évanouit instantanément. Il accepte de participer et demande aussitôt si les concurrents ont le droit d'utiliser leurs propres objets. En apprenant que c'est le cas, il commence à réfléchir au nombre de fournitures de récupération qu'il peut emporter dans l'arène. Elmio lui accorde 2 mois de préparation. Les autres membres du groupe continuent d'affronter leur 5e donjon de rang A, ce qui remplira la condition d'accès à un donjon de rang S. Allen se sépare temporairement du groupe. Il dépense environ 28 000 pièces d'or, publiant des demandes à l'échelle nationale pour des pierres magiques, tout en continuant à chasser des monstres personnellement. Son stock total finit par atteindre environ 1 million de pierres magiques de rang E et D, ainsi que 100 000 pierres de rang C. Cette quantité colossale de ressources fait passer l'invocation au niveau 7, débloquant les créatures de rang B ainsi qu'une nouvelle capacité qu'Allen n'a pas encore révélée. Octobre arrive et Allen a 14 ans. Cécile annonce que le groupe a vaincu son 5e donjon de rang A. Tandis qu'Allen a de son côté vaincu seul un boss de rang A, Kurena veut immédiatement se mesurer à lui et pense déjà à Elmio. Allen lui rappelle qu'elle doit d'abord le battre en finale. Sur le terrain de l'arène, la championne de l'année précédente, la sainte de l'épée Kurena, affronte l'invocateur Allen. Kurena est niveau 60, tandis qu'Allen n'est qu'autour du niveau 55. Pourtant,
Cécile remarque que son escrime s'est nettement amélioré. Tous ceux qui connaissent Allen savent qu'il n'entre jamais dans un combat important sans dissimuler plusieurs atouts décisifs. Courena demande à Allen de ne pas se retenir et ouvre le combat avec une lame de vent. Allen évite l'attaque, mais elle referme immédiatement la distance, invoque la rupture de limite, et le force sur la défensive avec une série de frappes acharnées. Alors que leurs épées s'entrechoquent, Allen se souvient des innombrables fois où ils se sont entraînés ensemble étant enfants. Courena n'a jamais considéré la défaite comme une raison d'abandonner. Depuis l'âge de 8 ans, aucun des deux n'a jamais vraiment déterminé lequel était le plus fort. Courena rassemble toute sa puissance dans une amplification explosive. Une mer de flammes engloutit la position d'Allen avec une force telle que le public croit qu'elle pourrait détruire un monstre de rang A. Courena elle aussi pense que le combat est terminé et baisse sa garde avant même que l'arbitre n'annonce le résultat. À cet instant précis, Allen apparaît à côté d'elle, la pointe de son épée posée contre sa gorge. L'attaque de Courena l'a bel et bien touchée. Pourtant, par une méthode inconnue, Allen reste capable de combattre. Personne ne l'a vu invoquer une créature, et les images enregistrées ne révèlent pas quelle compétence ou quel objet lui a permis de survivre. La seule certitude, c'est que Courena a conclu le combat trop tôt. Allen profite de cette unique ouverture pour contre-attaquer et devenir champion du tournoi. Lorsqu'on l'interroge sur son secret, il se contente de dire qu'il a passé les 2 derniers mois à développer ses forces personnelles, et refuse d'en dire davantage. En quittant l'arène, Courena n'est pas en colère d'avoir perdu. Cependant, en pensant au prochain match, sa peur de rester bloqué au niveau 60 revient. Dverg est resté au même niveau que l'année précédente, tandis qu'Allen a progressé suffisamment pour la battre. Le sentiment d'être laissé pour compte pousse Courena à baisser la tête. Allen ne nie pas que la barrière existe. Il lui rappelle simplement qu'il a promis de trouver un moyen de dépasser la limite de niveau. Pour l'instant, elle doit se concentrer sur l'adversaire qui se tient devant elle. Ces encouragements redonnent à Courena sa détermination. Elle respire profondément et entre dans le match retour qu'elle attend depuis un an entier. Dverg reconnaît que Courena s'est grandement amélioré, mais il a lui aussi passé l'année à chasser des monstres et à affronter des ennemis extrêmement puissants. Son niveau n'a pas augmenté, mais sa technique n'a jamais cessé de s'affiner. Allen a préparé 2 anneaux d'agilité pour Courena et pense qu'elle a une chance si la rupture de limite s'active complètement. Courena invoque le nom de la compétence dès le début du combat, mais l'état amplifié n'apparaît pas. Elle charge avec une frappe foudroyante puissante, enveloppant son épée d'électricité, mais Dverg l'arrête avec sa grande épée. Il reconnaît que l'attaque est plus forte qu'avant, mais conclut tout de même qu'elle reste insuffisante. Après cet échange rapproché, Courena recule en se tenant l'estomac. Un effet de feuille de vie s'active soudainement et restaure 1000 PV. La source de cet effet reste inexpliquée, mais elle la maintient debout. Dverg déchaîne l'explosion du dragon de terre, brisant le sol de l'arène. Courena évite la partie la plus dangereuse de l'attaque, mais est tout de même projetée dans les airs et s'écrase au sol, réussissant à peine à se relever. Dverg l'avertit froidement que si elle était restée à terre ainsi lors d'un combat réel, elle serait déjà un cadavre. Ces mots brutaux raniment la même détermination qui a un jour permis à Courena de se tenir devant ses compagnons et de foncer à travers le souffle d'un dragon lourd. Une aura rose-violette explose enfin autour du corps de Courena. Cette fois, la rupture de limite s'active véritablement. De nombreuses statistiques augmentent de plusieurs milliers de points. Les 2 anneaux poussent son agilité encore plus haut, tandis que l'effet de soin l'empêche de s'effondrer sous la pression de la puissance qui consume son corps. Elmio utilise sa capacité d'observation et confirme que ses attributs ont augmenté de façon spectaculaire, tandis que ses PV continuent de se régénérer. Dverg comprend lui aussi qu'il s'agit là du véritable potentiel de la jeune sainte de l'épée. Courena charge avec une vitesse totalement différente d'avant. La grande épée de Dverg ne peut plus sceller toutes les lignes d'attaque. Elle perce à plusieurs reprises sa défense, le repousse, et finit par mettre la sainte de l'épée à terre. Les spectateurs explosent, persuadés que Courena a enfin surmonté le mur qu'il avait arrêté l'année précédente. Mais avant que la poussière ne retombe, Dverg se relève. Il évoque quelqu'un qu'il désire ardemment retrouver, et déclare qu'il doit continuer à gagner jusqu'à ce jour. Une aura bleue entoure son corps. Allen comprend immédiatement que Courena a forcé Dverg à activer sa compétence spéciale. Le saint de l'épée lève sa grande épée au-dessus de sa tête, rassemblant toute sa puissance dans un colossal brise-armure. Courena se tient directement sous la lame descendante, sans reculer d'un seul pas. L'épisode se termine à l'instant précis où leurs attaques s'apprêtent à se percuter, laissant le vainqueur encore inconnu. Alors que Dverg déverse toute sa force restante dans une dernière attaque contre Courena, Elmio s'interpose immédiatement entre eux et bloque lui-même la grande épée. Cette interruption suffit enfin à ramener Dverg à la raison. Il réalise qu'il a laissé son skill et ses émotions l'emporter bien trop loin, transformant presque un match d'exhibition en un affrontement réel. Dverg se tait, baisse son arme, et concède volontairement, reconnaissant Courena comme vainqueur. Le tableau des résultats confirme que Courena a enfin surmonté le mur qu'il avait rendu complètement impuissante un an auparavant. Allen n'a guère le temps de célébrer. Il remercie Elmio d'avoir protégé Courena, puis entre dans l'arène pour le match spécial final. Son adversaire est le héros Elmio, un homme qui a commencé à servir sur le front vers l'âge de 15 ans et qui, même à 24 ans, continue de combattre l'armée du roi démon. Aux yeux du public, Elmio incarne l'espoir de l'humanité. Pour Allen,
Cette réputation signifie simplement que ce combat sera bien plus difficile que d'habitude. Elmio suggère qu'après aujourd'hui, Allen pourrait devenir presque aussi célèbre que lui, mais Allen n'y prête guère attention. Son esprit reste fixé sur la récompense. Les 2 mois qu'il a passés à se préparer à acheter des pierres magiques et faire monter son invocation au niveau 7 ne seront pas gaspillés. Le combat s'ouvre sur un échange rapproché extrêmement rapide. Elmio referme la distance presque instantanément. Allen parvient à se défendre, mais après seulement quelques échanges, il comprend que même sans activer le moindre skill de combat, la puissance physique brute du héros suffit à créer une pression écrasante. Le public suppose qu'Elmio se retient. Allen sait qu'encaisser ne serait-ce qu'un seul coup net pourrait le mettre en grave difficulté. Il commence à analyser son adversaire. Leur vitesse n'est pas radicalement différente, mais Elmio possède une force brute et un équipement bien supérieur, ce qui fait d'un duel à l'épée directe un mauvais choix. Elmio utilise Appraisal et découvre quelque chose de déroutant. Les chiffres affichés devant lui n'expliquent pas comment Allen parvient à tenir aussi longtemps. La raison en est qu'Appraisal ne révèle que les statistiques de base d'Allen et n'affiche pas pleinement les effets d'amélioration accordés par ces créatures invoquées. La véritable puissance de combat d'Allen est donc bien plus élevée que ce que les informations montrent à Elmio. Allen invoque Dogora, et un gigantesque Dogoran de rang B apparaît soudain au centre de l'arène, plongeant le public dans le chaos. Les organisateurs se hâtent de rassurer tout le monde en précisant que le Dogoran n'est que l'invocation d'Allen. Dogora charge Elmio, donnant à Allen l'occasion de se rapprocher, mais l'armure en auricalque d'Elmio absorbe la majeure partie des dégâts. Allen ordonne à Dogora d'activer l'éveil. Elmio échappe à la zone dangereuse grâce au vol, puis lance récupération, permettant à Allen de confirmer 2 autres capacités dans l'arsenal du héros. Elmio suppose qu'en maintenant ses distances dans les airs, Dogora ne pourra plus le suivre. Pour Allen, cependant, le héros s'est simplement placé exactement là où il le voulait. Il déploie aussitôt de nombreux cabéons autour d'Elmio et les fait exploser simultanément. Une chaîne d'explosions engloutit le centre de l'arène, mais Elmio parvient malgré tout à traverser la fumée. Plus remarquable encore que l'attaque elle-même est la rapidité avec laquelle Allen a mis en place toute la formation. Le nouveau skill débloqué lorsque son invocation a atteint le niveau 7 est invocation rapide. Auparavant, Allen avait besoin d'environ 10 secondes pour achever le processus d'invocation. Avec invocation rapide, il lui suffit d'imaginer le type et le nombre de créatures qu'il souhaite appeler. Il peut même remplacer la totalité de son stock d'environ 70 cartes presque instantanément. Le MP et les pierres magiques sont toujours consommés comme d'habitude, mais la vitesse à laquelle Allen peut modifier sa formation de combat a atteint un tout autre niveau. Au moment où Elmio émerge de la fumée, Allen change à nouveau de carte. Serbi, une imposante bête à 3 têtes de rang B, apparaît aux côtés de Dogora et met le héros sous pression constante. Malgré cela, Elmio possède assez de vitesse pour percer l'encerclement, réduire la distance et porter un coup réel à Allen. Allen est contraint d'utiliser une feuille de vie pour se soigner. À ce stade, Elmio admet que combattre un invocateur est bien plus intéressant qu'il ne l'aurait cru. En même temps, il avertit Allen de se rendre avant de subir une blessure plus grave. Plutôt que de répondre verbalement, Allen continue d'observer. Elmio active enfin son prochain skill offensif, épée phénix. Des flammes enveloppent sa lame avant d'exploser en une vague d'énergie massive. Ni Serbi ni Dogora ne peuvent stopper directement son avancée, si bien qu'Allen utilise immédiatement invocation rapide pour appeler Mirror sur la trajectoire de l'attaque. Épée phénix percute de plein fouet l'immense bouclier. Des fissures se répandent à sa surface, mais l'attaque ne parvient pas à détruire Mirror en un seul coup. C'est tout ce dont Allen a besoin. Il active Reflet, un skill qui augmente considérablement la résistance de Mirror et renvoie les dégâts physiques à l'attaquant, à condition que Mirror survive au coup initial. Épée Phénix n'est pas assez puissante pour l'éliminer immédiatement, si bien que la propre force d'Elmio lui est renvoyée. Le héros est projeté au sol dans l'arène endommagée, et pour la première fois, l'élan penche clairement du côté d'Allen. Il n'a pas besoin de surpasser Elmio sur chaque statistique. S'il invoque la bonne créature au bon moment, même la force écrasante du héros peut être retournée contre lui. L'attaque réfléchie ramène Elmio à ses souvenirs de sa longue guerre contre le roi démon. Il a presque atteint les limites de sa progression et possède l'un des meilleurs équipements disponibles, pourtant la guerre ne s'est jamais terminée. Ses compagnons ont disparu les uns après les autres, tandis qu'Elmio était contraint de retourner au front parce qu'il était le héros, le symbole de l'espoir que l'humanité ne pouvait se permettre de laisser tomber. Dans ce souvenir, quelqu'un qui appelait autrefois Elmio, mon fils, lui a offert un anneau régénérant le MP et lui a ordonné de toujours le garder sur lui. Cet anneau prendrait toute son importance lorsqu'il rencontrerait enfin la bonne personne, quelqu'un capable de raviver l'espoir en lui. De retour au présent, Elmio décide de faire monter le combat d'un cran et de montrer à Allen le véritable écart qui les sépare. Une lumière dorée jaillit autour du héros. Allen comprend immédiatement qu'Elmio prépare un skill spécial, et le plus gros problème, c'est qu'il n'a aucune contre-mesure précise prête. Il n'a plus le temps d'analyser. Allen invoque couche après couche de mirror pour former un mur de bouclier. Elmio déchaîne épée sacrée, l'attaque la plus puissante qu'il puisse actuellement utiliser. Le torrent de lumière transperce directement la ligne défensive, brisant plusieurs mirrors et projetant Allen jusqu'au bord de l'arène.
Reflet avait suffi à contrer épée Phénix, mais cette fois, la formation défensive ne survit même pas au premier impact. Allen refuse malgré tout de s'arrêter. Il utilise une potion de soin elfique et se relève. Elmio lui dit qu'il doit comprendre ses limites, mais Allen estime que se rendre reviendrait à fermer lui-même la porte de la victoire. Elmio lui demande ce qu'il ferait si rien d'autre que le désespoir ne l'attendait derrière cette porte. Cette question fait comprendre à Allen, plus clairement encore, le fardeau que le héros porte depuis des années. Allen répond que si un véritable désespoir l'attend après avoir surpassé Elmio, alors ce désespoir deviendra simplement le prochain défi qu'il devra trouver le moyen de surmonter. Elmio demande alors ce qu'Allen est exactement. Se rappelant que même le roi démon s'était donné un titre absurdement grandiose, Allen en invente un sur le champ, Allen, l'invocateur de la Genèse. Ce titre, inventé quelques secondes plus tôt à peine, fait se figer Elmio. Il retire l'anneau régénérant le MP et le temps à Allen, expliquant que le Seigneur des Esprits lui avait un jour demandé de le transmettre à l'invocateur de la Genèse. Allen réalise que ce titre ridicule qu'il vient tout juste d'inventer correspond, mot pour mot, à une prophétie, presque comme s'il avait accidentellement trouvé le bon mot de passe secret. Après s'être assuré qu'Elmio n'a pas absolument besoin de garder l'anneau, Allen l'accepte immédiatement. Elmio lui demande s'il souhaite poursuivre le combat. Dès que l'anneau est en sécurité dans sa main, Allen annonce calmement sa reddition. Toute la raison pour laquelle il avait participé au tournoi était d'obtenir cet équipement. Maintenant qu'il a ce qu'il était venu chercher, continuer un combat d'exhibition ne ferait que gaspiller davantage de pierres magiques, de MP et d'objets de soins. L'arbitre déclare donc officiellement Elmio vainqueur. Allen n'a jamais vaincu le héros, mais il ne ressent aucun regret. La récompense qu'il désirait le plus est déjà entre ses mains. Le reste des no-life gamers ne peut que pousser un soupir de soulagement collectif en voyant leur chef revenir sain et sauf. Une semaine plus tard, la cérémonie de remise des prix se tient dans un grand hôtel. Le prince héritier Invel y assiste en personne, félicitant les étudiants pour leur performance et leur rappelant de continuer à s'entraîner afin d'être prêts chaque fois que le royaume aura besoin d'eux. Son attitude devient nettement moins détendue lorsqu'il en arrive à Allen. Invel évoque le fait que le vicomte Granvel a dissimulé un talent extraordinaire pendant de nombreuses années. Allen répond calmement qu'il fut autrefois un serf et qu'il doit à la famille Granvel bien plus qu'il ne pourrait facilement rembourser. Les protéger de toute menace est donc de sa responsabilité. Même dans un lieu où la faction du prince héritier croit que les armes des invités ont été soigneusement contrôlées, Allen se présente une épée à la main. Il n'accuse jamais Invel directement de quoi que ce soit. Il déclare simplement qu'il restera le loyal protecteur des Granvel, même après la mort du roi Ratache et l'accession d'Invel au trône. Si quelqu'un choisit de s'en prendre aux Granvel, Allen ne restera pas les bras croisés à regarder. Le temps avance jusqu'en décembre, alors qu'Allen a 14 ans. Les no-life gamers continuent de conquérir des donjons, et la puissance du groupe est désormais complètement différente de ce qu'elle était un an plus tôt. Le Dogoran lourd qui avait autrefois forcé Kurena à activer sa limite peut désormais être vaincu sans qu'elle ait besoin d'utiliser son skill spécial. Les invocations de rang B, dont Griff, ont considérablement amélioré à la fois la mobilité et la capacité de combat du groupe, rendant les donjons de rang A bien moins intimidants qu'auparavant. Après une bataille, le coffre de récompense contient un anneau amplificateur de MP. Ce n'est toujours pas l'équipement en aurical qu'Allen recherche, ce qui le pousse à soupçonner que les objets de ce niveau n'apparaissent peut-être que dans les donjons de rang S. Aussitôt après, le cube de gestion des donjons confirme que les no-life gamers ont rempli la condition de conquérir 5 donjons de rang A différents. Leurs cartes sont mises à niveau, leur accordant officiellement l'accès aux donjons de rang S. Allen établit immédiatement son objectif pour la nouvelle année, conquérir un donjon de rang S et continuer à faire progresser encore davantage la puissance du groupe. Avant même que ce plan ne puisse commencer, Janvier apporte une nouvelle qui change complètement leur direction. Un décret royal ordonne aux 5 membres rattachés des no-life gamers de participer à la guerre, tandis que Rosenem et l'Empire de Boki émettent des ordres séparés exigeant le retour immédiat de leurs étudiants en échange. Le champ de bataille les a rattrapés bien plus tôt que prévu. Le directeur déroule une carte sur la table et annonce des chiffres qui plongent toute la salle dans le silence. Le roi démon a mobilisé une force totale de 10 millions de monstres, répartis entre Rosenem, Boki et le continent central. Rosenem est protégé par le Seigneur des Esprits, tandis que Boki dispose de son système de golem défensif, mais cette fois, l'équilibre s'est déjà effondré. Rosenem ne compte plus qu'environ 1,6 million de soldats et manque également de nombreux guérisseurs, précédemment envoyés ailleurs. Un mois plus tôt, 3 millions de soldats de l'armée du roi démon ont envahi Rosenem. Plus de la moitié du territoire elfique est déjà occupé. Sophialon demande immédiatement des nouvelles de sa mère, mais la réponse est pire encore que ce qu'elle redoutait. La capitale, Fortonia, est tombée il y a 3 jours, et l'endroit où se trouve actuellement la reine ne peut être confirmé. Les survivants se rassemblent dans le sud et se préparent à ce qui pourrait devenir leur bataille finale. Allen demande pourquoi l'attaque a pu se poursuivre pendant un mois entier avant que l'Académie ne reçoive la nouvelle. Le directeur admet que l'attitude isolationniste des dirigeants elfes a considérablement aggravé le désastre. Ils ont refusé de laisser d'autres races entrer sur leur territoire, retardant les demandes d'aide extérieure jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard.
Alors que Rosenem continue de perdre du terrain chaque jour, 2 millions de monstres sont positionnés devant les frontières du continent central, et 1 million supplémentaires approchent de Boki. Les guérisseurs elfes stationnés sur le continent central viennent également de recevoir l'ordre de retourner à Rosenem. Allen étudie le déploiement ennemi et émet une théorie, les 2 millions de monstres postés face au continent central pourraient bien attendre le retrait des guérisseurs avant de lancer leur offensive. Pour l'instant, cependant, cela ne reste qu'une théorie de sa part. Cécile fait remarquer que si Allen a raison, plus de 50 forteresses pourraient bientôt devoir affronter les forces du roi démon tout en manquant cruellement de guérisseurs. Le directeur évoque le héros comme une force capable de compenser en partie cette perte, mais tout le monde comprend qu'un seul Elmio ne peut apparaître dans plus de 50 forteresses à la fois. Allen revérifie les chiffres et remarque qu'il manque encore 4 millions de monstres au total initial. Ce n'est qu'alors que le directeur révèle que cette force a été repérée au large du continent central et qu'elle est actuellement considérée comme une armée de réserve. L'ensemble du champ de bataille devient enfin visible, 3 millions attaquant Rosenem, 2 millions maintenant la pression sur le continent central, 1 million menaçant Boki, et encore 4 millions en attente d'être engagés là où le besoin s'en fera sentir. Ce n'est pas un raid isolé. C'est une campagne suffisamment vaste pour forcer plusieurs nations à se défendre simultanément. Des avis divergents surgissent aussitôt dans la salle. Certains estiment qu'il faut donner la priorité à la zone la plus proche, car Ratash elle-même pourrait devenir la prochaine cible. Tout le monde a des familles et des civils qu'il veut protéger. Cette fois, choisir le mauvais champ de bataille pourrait entraîner la disparition d'un pays entier avant qu'il n'ait la moindre chance de corriger leur erreur. Kurena se tourne vers Allen et lui demande ce que le groupe devrait faire. Allen étudie la carte un instant avant de s'avancer vers le directeur. Sans longue explication, il déclare qu'il ne voit qu'un seul choix. Les No-Life Gamers partiront ensemble sauver Rosenem.